parler de vous, parler de ce que vous faites pour les téléspectateurs qui vous bon, peut-être ce soir, exceptionnellement. Un petit rappel. Oui, peut-être juste une présentation. Je suis Héritier Mpiana-Pierre, je suis directeur de cabinet adjoint de son Excellence Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eva Zaïba. Et nous sommes là, nous travaillons ensemble. Voilà. Voilà, je peux aussi ajouter que je suis président de la fondation Héritier Mpiana-Pierre, qui est bien implantée en République démocratique du Congo et qui a beaucoup d'activités à son actif. Et plus précisément, dans la ville de Chikapa, où nous avons aussi beaucoup des activités avec notre base très bien solide là-bas. Et aussi cadre au mouvement de libération du Congo. Je suis bien entendu cadre au mouvement de libération du Congo, où je suis également où je suis secrétaire national en charge des pétantiques, le parti cher au président Jean-Pierre Bemba, que j'ai salué avec beaucoup de respect en passant. Commençons par le tout premier volet, donc l'après-COP 27. C'était vraiment un grand événement parce que notre pays a acquis pour la toute première fois cette conférence. C'est pas, et c'est comme ça, de donner des précisions à nos téléspectateurs qui vous sont nombreux, les retombées de cette pré-COP 27. C'est pour moi un plaisir de parler de la pré-COP aujourd'hui, parce que nous en avons parlé avant qu'elle ait lieu. Et surtout le segment ministériel. Bien sûr, nous en avons parlé. Nous avons parlé du segment des scientifiques, nous avons parlé du segment ministériel avant que ça ait lieu à Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est pour moi un motif de fierté de pouvoir en parler après que nous l'ayons organisé. Je voudrais dire que beaucoup n'avaient pas cru dans les capacités de la République démocratique du Congo à pouvoir organiser cette pré-COP. Beaucoup ne nous avaient pas accordé la chance de pouvoir le faire. Mais tout simplement avec les leadership du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, nous avons cru, n'est-ce pas, dans ces potentiels de la RDC de pouvoir organiser des grands événements, et surtout en nous basant sur notre leadership qui est tout à fait naturel, avec les dynamismes de son Excellence Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons cru et nous nous sommes battus corps et âme. Je me souviens très bien, c'est depuis l'année passée, lorsque nous sommes allés dans les différentes réunions préparatoires de la COP 26, d'abord en Grande-Bretagne, à Londres, et puis à Copenhague, au Danemark, et ensuite lorsque nous sommes allés à Milan pour participer à la pré-COP 26, nous avons vu comment les choses s'est passées et à maintes reprises, on avait continué à parler avec les différents partenaires, notamment la Convention cadre des Nations Unies, le secrétariat exécutif, bien sûr, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous avons parlé avec eux pour leur donner, en tout cas, l'intention de la RDC de pouvoir organiser la pré-COP. Ils n'avaient pas trouvé d'inconvénient. Ils nous l'ont accordé et nous avons continué à mener des plaidoyers auprès des différents partenaires pour qu'ils puissent nous accompagner. Beaucoup ne nous ont pas cru, mais nous, en tant que Congolais, nous avons cru dans nos énergies, nous avons cru dans nos potentialités, nous avons cru dans nos capacités et voilà, nous avons organisé la pré-COP. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que nous l'avons promis et nous l'avons fait, bien sûr. Et je peux que féliciter tous les Congolais, parce que là, c'est la réussite de toute la population congolaise. Vous vous souviendrez que dans le programme du gouvernement de la République, qui a été validé par l'Assemblée nationale, il avait été attribué au gouvernement les rôles de faire en sorte que nous puissions récupérer notre leadership naturel dans le secteur de l'environnement. Et ce leadership que nous avons à jouer à travers le monde. Comment récupérer le leadership? C'est notamment en organisant ces genres de conférences, en organisant ces genres d'événements qui font de nous, encore une fois de plus, un grand pays au cœur de l'Afrique. Vous vous souviendrez, n'est-ce pas, de
cet adage de Franck Fanon qui disait l'Afrique est un revolver dont la gâchette est placée en Afrique, est placée au Congo, si vous voulez bien. Donc, nous avons manifesté nos ambitions de pouvoir l'organiser et nous l'avons organisé. Et aussi, ce qui est plus important, ce qui doit être retenu, c'est que d'après les témoignages des différents partenaires, des différents ambassadeurs, même des différents participants, les États-Unis d'Amérique, la Suède, la Suisse, la Grande-Bretagne, tous aujourd'hui, ils ont reconnu la grandeur de la RDC. Ils ont reconnu les capacités de la RDC de pouvoir faire mieux dans les concerts des nations, alors que beaucoup ne nous donnaient pas, beaucoup ne nous accordaient pas toutes ces chances. Et donc, si je peux prendre un petit exemple tout simplement, lorsque nous avons participé à la pré-COP 26 en Italie à Milan, vous vous rendrez compte que là-bas, il y a eu à peine une cinquantaine de ministres seulement qui ont participé à cette pré-COP. Mais à la pré-COP 27 organisée à Kinshasa, je peux vous dire que nous sommes allés au-delà des 75 ministres, au-delà des 75 ministres qui ont participé en présentiel. Ah oui. Après Covid, où beaucoup de gens hésitaient à participer à des conférences au niveau international, mais dans notre pays, nous avons eu à peine plus de 75 ministres qui ont participé en présentiel à cette pré-COP. Alors pourquoi sont-ils venus nombreux, selon vous? Non, mais ils sont venus parce que aujourd'hui tout le monde reconnaît la capacité de la RDC, les potentialités de la RDC, les rôles de la RDC, les rôles que nous jouons aujourd'hui dans les concerts des nations, surtout dans le secteur de l'environnement et en particulier dans ces domaines liés au changement climatique. Ce que nous avons comme apport, vous savez, aujourd'hui la RDC, nous nous disons pays solution, tout simplement parce que nous avons des potentialités qui nous permettent aujourd'hui, n'est-ce pas, d'être classés comme le premier poumon du monde dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, avec nos forêts, avec notre immense biodiversité, avec nos ressources hydrauliques, avec nos minerais stratégiques qui aujourd'hui sont utiles à la transition énergétique. La RDC est au cœur des débats à travers le monde. Il n'y a nulle part aujourd'hui où on peut parler de l'environnement, nulle part aujourd'hui où on peut parler de la biodiversité, nulle part aujourd'hui où on peut parler de la lutte contre les changements climatiques, nulle part aujourd'hui où on peut parler des ressources hydrauliques sans la présence de la RDC. Partout on nous invite, alors que depuis longtemps, nous avons été sur les tableaux des absents, nous avons été sur les tableaux des lamentations, mais aujourd'hui, nous pouvons être fiers. Les Congolais, partout où il est, il peut en être fier parce que nous sommes revenus. Les grands léopards est revenu et nous sommes capables de faire parler de nous, de faire valoir nos potentialités et de faire en sorte que l'on puisse parler du Congolais. Nous revenons et nous sommes revenus d'ailleurs, et le président de la République, les premiers ministres, les membres du gouvernement, tous les Congolais, ceux de la société civile et même ceux de la diaspora peuvent en être contents. Et nous le disons parce que nous avons des informations, des échos de la part de tout le monde, que ce soit de ceux de la diaspora, que ce soit de nos amis de la société civile. Tout le monde est content parce que le Congo est redevenu à sa place. Voilà, alors on aimerait savoir les différentes recommandations de cette pré-COP 27. Pendant la pré-COP 27, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, notamment le sujet de l'atténuation. Vous savez, la Convention cadre des Nations Unies est en train de jouer son rôle, mais avec l'accord de Paris de 2015, lors de la COP 21, il a été décidé à ce que tous les États du monde prennent des mesures afin d'atténuer tous les effets de changement climatique, en faisant en sorte que toutes leurs activités puissent concourir à la limitation de la température moyenne mondiale à 1,5 degré Celsius. Cette question a été abordée pour voir qu'est-ce que les uns et les autres sont en train de faire pour atteindre tous ces objectifs d'atténuation, tous ces objectifs de limitation de la température mondiale à 1 degré Celsius. Vous le savez, peut-être plus que moi,
et beaucoup aussi le savent, que les rapports des scientifiques, des GIEC, a alerté le monde depuis plusieurs années pour dire si d'ici 2050 nous ne prêtons pas attention, il y a plusieurs pays du monde qui vont être effacés de la carte de la planète, tout simplement à cause des effets des changements climatiques. Et donc, au regard de tous ces constats, il a été demandé à ce que les États prennent des mesures qui s'imposent. Parce que aujourd'hui, les effets des changements climatiques sont la résultante, n'est-ce pas, des activités de l'homme, notamment l'industrialisation, l'utilisation des énergies fossiles, l'agriculture itinérante sur brûlée. Et il a été demandé à ce que chaque pays puisse, dans sa politique, intégrer des activités ou des politiques faisant en sorte que nous puissions limiter la température moyenne à 1 degré Celsius. Et dans ce cadre, il a été fixé certains objectifs d'atténuation. Et il en a été discuté lors de cette pré-COP. À part l'atténuation, il est également question de la thématique adaptation. Qu'est-ce qu'on entend par adaptation? Il a été demandé, selon l'accord de Paris, selon le protocole de Kyoto, même la Convention des Nations Unies, il a été demandé à ce que chaque pays du monde puisse prendre des mesures afin de permettre à ce que les uns et les autres puissent s'adapter désormais. Parce que plus on est en train d'évoluer, plus la température est en train de monter, mais que les gens puissent désormais prendre des mesures pour s'adapter aux conditions liées au changement climatique. Il en a été également question dans les discussions. On a également discuté pendant cette pré-COP de la thématique liée aux pertes et dommages causés par les effets de changement climatique. Comment est-ce qu'on peut faire face aux pertes et dommages liés au changement climatique? Cela a été également abordé. À part ces 3 thèmes que je viens d'effleurer, il y a également la problématique de l'accès aux finances climat. Aujourd'hui, le monde a évolué et il a été décidé de mettre en place un fonds depuis l'accord de Paris. D'ailleurs, il a été décidé que les différents pays du monde, en particulier les pays les plus avancés, les pays développés ou encore, si vous voulez bien, les pays industrialisés, il leur avait été demandé de prendre des mesures afin qu'ils puissent contribuer, n'est-ce pas, à la finance climat, qu'ils puissent contribuer au fonds climat avec une enveloppe d'environ 100 milliards de dollars chaque année afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Cette thématique a aussi été abordée durant la pré-COP. Cela a permis, bien entendu, que les uns et les autres puissent faire l'évaluation de ce qui a été fait par tant les pays développés que les pays les moins avancés pour faire face à toutes ces préoccupations liées au changement climatique. En ce qui concerne nous, la RDC, nous leur avons dit, à notre niveau, nous n'avons pas de problème. Nous sommes en train de consentir les efforts pour protéger nos forêts, n'est-ce pas? Nous sommes en train de consentir nos efforts pour mettre en valeur notre biodiversité. Nous sommes en train de consentir des efforts pour protéger nos tourbières, mais aussi mettre en valeur nos ressources hydrauliques. Il est question maintenant que vous, qui êtes en face de nous, les pays développés, vous puissiez aussi amener une compensation équitable aux efforts qui sont en train d'être consentis par les Congolais que nous sommes. Vous imaginez, nous avons des forêts, nous disons à nos frères et sœurs qui vivent dans ces forêts de ne pas y toucher. En contrepartie, qu'est-ce que nous mettons à leur disposition? Ça, il en a été question durant la pré-COP. Nous leur avons dit, si vous voulez que nous puissions trouver des solutions efficaces, mettez des moyens à la disposition de tous ceux qui vivent dans les forêts, de tous ceux qui vivent des forêts, afin qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à subvenir à leurs besoins. Vous allez dire aux gens, ne coupez pas les forêts dans le cadre de l'agriculture itinérante sur brûlis, mais vous devez mettre à leur disposition des conditions pouvant permettre à ce qu'ils puissent utiliser l'agriculture durable. Donc tout ça, ce sont des questions qui ont été abordées. Il a été question également de valoriser nos ressources hydrauliques. Nous leur avons dit, nous avons besoin des investisseurs dans les secteurs hydrauliques, des gens qui peuvent aujourd'hui venir et mettre des moyens
dans les secteurs hydrauliques en installant des barrages hydroélectriques dont nous avons besoin, ce qui peut permettre que si nous avons des barrages, les gens vont recourir de moins en moins aux forêts comme bois de chauffe, aux forêts pour des braises, aux forêts pour des boulangeries, et ils vont utiliser, bien entendu, les courants électriques ou encore, si vous voulez bien, les énergies alternatives. Donc, tout ça, c'est un peu la manière dont nous avons valorisé la République démocratique du Congo, valoriser nos ressources. Il a été question également d'échanger avec certains partenaires pour dire, ben écoutez, nous avons besoin de vos entreprises pour transformer au niveau local non minéré, parce qu'il n'est plus question aujourd'hui pour les gouvernements de la République, pour le président Félix Tshisekedi, pour le Premier ministre Samalo Kondé et tout son gouvernement, avec son excellence Madame le vice-premier ministre, l'honorable Herba Zaïba, il n'est plus question aujourd'hui que l'on puisse prendre tous nos minéraux et les emporter en brut, les exporter en brut. Non, nos minéraux doivent désormais être transformés localement. Cela va non seulement permettre que nous puissions créer de l'emploi, donner de la valeur ajoutée à ces minéraux, mais aussi ça va permettre à ce que nous puissions contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques. Et tout cela sont pris en compte? Est-ce que l'applicabilité ou peut-être la matérialisation de tout ce que vous avez dit là, ont-ils compris? Nos partenaires ont-ils compris? Je vais vous dire la vérité. D'après les témoignages de certains partenaires, je peux citer en premier les États-Unis, avec lesquels nous avons beaucoup discuté, ils ont été très émerveillés de la qualité des débats. Qualité des débats, oui. La qualité des débats, et même, mais les blocs, et même à l'issue des échanges, les États-Unis ont pris l'engagement de mettre sur la table 12 milliards de dollars pour la RDC et les bassins du Congo afin de lutter contre les changements climatiques. Ça, c'est déjà un acquis. Concernant les blocs pétroliers, nous leur avons dit, nous avons 30 blocs. Les blocs interdits. Jamais. On ne nous a pas interdit. Écoutez comment ont été les discussions. Nous avons échangé avec les secrétaires d'État lorsque nous sommes arrivés à New York. Lui pense que c'est trop dangereux. Pas du tout. Nous avons échangé longuement. Que ce soit à New York avec le secrétaire d'État américain Blinken, que ce soit à Kinshasa avec le secrétaire d'État John Kerry. J'étais présent. Nous avons échangé. Nous leur avons dit clairement ceci. Nous avons 30 blocs, 3 blocs gaziers qui ne posent aucun problème. Les entreprises américaines peuvent venir et investir dans les blocs gaziers. Pas de problème, nous nous sommes mis d'accord avec eux. Sur les 27 blocs pétroliers, il y en a 6 qui posent des problèmes selon eux, mais pas pour nous. Parce que nous, en tant que Congolais, nous ne trouvons pas des inconvénients avec ces 6 blocs pétroliers. Mais eux, ils ont dit, ça pose problème. On a dit, ok, nous vous les concédons, vous pouvez envoyer vos experts pour qu'ils viennent faire la contre-vérification, parce qu'à notre niveau, nous pensons que ces blocs ne posent aucun problème. Sur ce point, en tout cas, nous attendons que nos partenaires américains, européens et même d'ailleurs, qu'ils nous amènent des experts pour qu'à l'issue d'une enquête, n'est-ce pas, que nous ayons un résultat prouvant que ces 6 blocs posent réellement problème. Mais à notre niveau, il n'y a pas de problème. Alors, quant au reste des 26 blocs pétroliers, nous avons dit il ne faut pas mélanger, faire du méli-mélo, les 27 blocs, les 6 blocs que vous, entre guillemets, vous pensez que ce sont des blocs à problème, vous mélangez avec les 21 blocs. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons commencer l'exploration, l'exploitation des 21 blocs pétroliers, qui ne posent aucun problème, et pour vous et pour nous. Ensemble, nous devons nous mettre d'accord pour que vous envoyez vos entreprises. Parce que nous avons la technologie qui permette à ce que nous puissions exploiter ce pétrole, envoyer vos entreprises, comme ça se fait d'ailleurs partout au monde. Le Sénégal exploite déjà du pétrole. Les Gabon exploitent du pétrole. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, si vous regardez les statistiques dans le monde, le premier pays producteur du pétrole au monde, c'est les États-Unis. Suivi de la Russie, de l'Arabie Saoudite et beaucoup d'autres pays. Et en Afrique, nous avons le Nigeria, nous avons le Sénégal, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la différence, c'est quoi? Aujourd'hui, les Congos, nous sommes très transparents. Pourquoi? Avant de lancer l'exploitation de nos blocs pétroliers, nous avons lancé les appels d'offres en toute transparence. Nous avons demandé à ceux qui veulent postuler de postuler. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Nous attendons qu'ils viennent postuler. Alors que dans d'autres pays, tels que le Sénégal, ainsi que d'autres, ils ont passé directement à l'exploitation de leur pétrole. Ils n'ont même pas fait du bruit et ça ne pose aucun problème. Et nous pensons qu'à l'instar de la Suède, à l'instar des États-Unis, à l'instar des autres pays du monde qui exploitent du pétrole, nous aussi nous pouvons le faire tout en respectant, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme mesure environnementale. Ça, nous en sommes conscients. Tout va être fait en utilisant la dernière technologie possible afin que l'exploitation de nos blocs pétroliers soit faite, mais dans le respect des normes environnementales. Ça, il ne pose pas de problème. Nous avons parlé avec nos partenaires. Ça a été également une occasion, l'après-COP, pour que nous puissions leur parler face à face. Peut-être parfois nous avons parlé à travers les médias, dans des conférences de presse, ainsi de suite, mais cette fois-ci, c'était en face que nous avons eu beaucoup de réunions bilatérales et nous avons échangé avec eux et nous espérons qu'ils nous ont compris parce que certains nous l'ont dit qu'ils ont compris ces questions maintenant, que nous puissions passer à l'acte après, que nous personnellement, nous serons convaincus que le message est prêt. Voilà, la tripartite Brésil, Indonésie, RDC, autour de 3 bassins tropicaux humides de la planète. Est-ce que nous pouvons quand même savoir qu'est-ce qui ressort de cette tripartite, RDC, Indonésie et Brésil? Je voudrais souligner ici que dans l'histoire de l'après-COP, c'est la toute première fois que l'après-COP s'est organisée en 2 segments. Les segments des scientifiques et les segments des ministres. Et les segments des scientifiques organisés à Yangambi a permis d'éclairer les mondes, parce que là, il y a eu des scientifiques venus du monde entier, de tous les continents. Cela a permis d'éclairer les mondes sur les capacités, sur le pouvoir, sur l'importance même de ces 3 bassins tropicaux. Les bassins du Congo, les bassins de l'Amazonie et même les bassins de l'Indonésie. Les scientifiques ont exhorté les décideurs politiques du monde entier à accorder beaucoup d'attention dans la préservation et la conservation de tous ces bassins tropicaux. Et voilà, il en a été également question lors de l'après-COP. Les scientifiques qui ont fait leur rapport ont permis à ce que les ministres puissent encore se sentir interpellés et qu'ils puissent mettre dans leur agenda l'interpellation des scientifiques pour dire les bassins du Congo, les bassins de l'Amazonie, les bassins de l'Indonésie, ce sont 3 bassins tropicaux les plus principaux au monde qui aujourd'hui séquestrent les maximums de gaz à effet de serre et qui permettent à ce que vous, pollueurs, ainsi que nous qui ne polluons pas, nous puissions être exposés aux effets du dérèglement climatique. Et cela étant, il est important que les uns et les autres prennent des mesures qui s'imposent pour la protection de ces bassins. Et comment prendre des mesures? C'est notamment en investissant dans les différents secteurs prometteurs dont j'ai souligné, notamment dans les ressources hydrauliques, dans les minerais stratégiques, mais aussi, n'est-ce pas, dans la biodiversité, dans la protection de la biodiversité. Il faut vraiment les moyens. Il faut aujourd'hui, n'est-ce pas, mettre les moyens dans la finance climat, donner aux pays membres de ces bassins les moyens nécessaires afin qu'ils puissent résister à l'exploitation forestière, qu'ils puissent résister à la destruction de la biodiversité, et cela va concourir à la protection de l'environnement, à la protection de nos forêts et à la lutte contre les changements climatiques. Voilà. Ça, c'était important de les retenir. Ça a permis à ce que les délégations présentes à Kinshasa puissent désormais mettre dans leur agenda les débats qui vont avoir lieu, les débats qui aura lieu en Égypte à Sharm el-Sheikh, afin qu'ils tiennent compte, n'est-ce pas, de ces 3 bassins principaux. Ce qui fait que aujourd'hui, la RDC, l'Indonésie et le Brésil vont désormais faire bloc parce que nous avons tous intérêt à protéger nos différents bassins tropicaux. Voilà, nous avons aussi la présence des étudiants, des différentes institutions et universités. C'était pour quel objet? C'est vrai qu'aujourd'hui, les segments qui a eu lieu à Kinshasa, c'était typiquement un segment ministériel. Mais il faut comprendre qu'il y a les Congolais lambda qui jouent
d'une manière ou d'une autre, les rôles dans la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, l'avenir de ces pays, c'est entre les mains de la jeunesse. Lorsqu'on vous dit, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, certaines parties de la planète vont disparaître, peut-être cette classe politique que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, ne sera plus là. On ne sait jamais. Il faut impliquer la jeunesse. Il faut déjà dès aujourd'hui commencer à informer la jeunesse. C'est pourquoi Son Excellence, Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Eva Zaïba, avait pensé qu'il était important, après les 2 jours de réunion ministérielle, que le 3e jour, qu'il ait un contact direct avec la jeunesse, un contact direct avec la population, parce qu'il n'y avait pas seulement les jeunes étudiants, mais il y avait aussi les autres couches de la population, notamment les jeunes, les personnes vivant avec handicap, ainsi que tous les autres membres de la société civile, les forces vives de la nation qui étaient là pour avoir, en quelque sorte, un dialogue avec les décideurs du monde. Parce que là, à ces dialogues populaires, il y avait le secrétaire exécutif des Nations Unies sur les changements climatiques, il y avait son Excellence Madame Arlette Soudan, ministre congolais, n'est-ce pas, du Congo-Brazzaville, en charge de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo. Il y avait son Excellence, bien entendu, Madame Eva Zaïba, vice-premier ministre de la RDC. Donc, tout le monde était là. Il y avait également les ministères des Mines, représentés par le vice-ministre Godard Montemona. Tous étaient là pour échanger avec la jeunesse sur les enjeux du climat, mais aussi leur montrer quelle est la place de la RDC face, n'est-ce pas, à ces enjeux. Et cela s'était passé de façon extraordinaire parce que les étudiants sont venus, ils ont beaucoup appris, et certainement, il y en aura qui vont répercuter cela dans leurs travaux de fin de cycle et même dans leur mémoire, et un jour, ils mettront ça en pratique parce qu'ils sont tous appelés à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Voilà, nous tendons vers la fin déjà. Êtes-vous satisfait de ces assises? Comme je le disais tout au début, je suis autant satisfait que tous les Congolais, je suis autant satisfait que le président de la République, les chefs de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, je suis autant satisfait que son Excellence, Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Tout le monde, tous les Congolais aujourd'hui ne peuvent que être satisfaits parce que le Congo a repris sa place, qui avait été longtemps occupée par les autres. Nous nous sommes plaints. Le Congo a repris sa place sur le plan théorique, sur le plan pratique. Sur le plan pratique, parce que ce que nous avons fait, c'était la pratique, ce n'est pas de la théorie. Nous avons pris de la place. Nous sommes aujourd'hui, le Congo a été leader. Sur le financement aussi. La RDC a été la capitale mondiale du climat. Et nous le sommes parce que nous allons continuer à développer toutes ces thématiques. Nous allons continuer à l'idée, à conduire toutes ces thématiques jusqu'en Égypte. Parce que même en Égypte, là, on ne parlera pas de toutes ces questions sans nous. On va nous appeler. Parce que lorsque ça s'est parlé à Kinshasa, c'est une application totale. Bien entendu, nous sommes aujourd'hui là. Je vous dis, je vais vous étonner. Je ne vais pas vous étonner, mais je vais vous rappeler quand même que depuis plusieurs années, nous étions tous classés sur les tableaux de lamentation. On voyait toujours les autres. Tel pays. Lorsqu'il est question de telle instance au niveau international, c'était les autres pays. Lorsqu'il était question de telle instance au niveau international, c'était les autres pays. Lorsqu'il était question de tel événement au niveau international, c'était les autres pays. Mais cette fois-ci, nous disons, c'est nous aujourd'hui. Vous vous souviendrez que durant l'après-COP, il y a également la conférence ministérielle des ministres des pays membres du bassin du Congo, les ministres des pays membres de la CEAC, qui ont fait une très bonne déclaration. Ils ont pris de bons engagements qu'ils sont appelés à implémenter lorsqu'ils vont arriver en Égypte à Sharm el-Sheikh. Donc tout ça, les quelques engagements, on peut quand même en connaître. Notamment la prise en compte des résolutions de la session des scientifiques à Yangambi. Ils ont pris ça en compte. Ils ont pris ça en compte. Ils vont tenir compte de ça lorsqu'ils vont arriver en Égypte. Ils vont parler le langage commun pour la protection de tous les forêts du bassin du Congo. Ils vont revoir aussi le prix de la taxe carbone. Ça fait. J'ai parlé ici de la thématique finance carbone. Il en a également été question
cette affaire de crédit carbone. Vous vous rendez compte que le prix du crédit carbone aujourd'hui est fixé selon l'acheteur, alors que les mêmes oxygènes que nous respirons aujourd'hui, c'est le même oxygène que respirent les Américains, les Européens et même les Asiatiques. Pourquoi aujourd'hui les prix du crédit carbone pour les Congos, c'est parfois 10-15 $ la tonne, alors qu'au Canada, les prix de la tonne de carbone, c'est 100 $, parfois jusqu'à 120 $. Donc ça faisait partie des débats et tous les ministres ont pris en considération cette recommandation, cette demande des pays tels que la RDC pour qu'il en soit également discuté en Égypte. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, la voix de la RDC a été entendue et beaucoup de nos revendications ont été entendues et ça sera pris en compte lorsqu'on va arriver à la table de discussion en Égypte à Sharm el-Sheikh. Et le prochain rendez-vous, c'est plus précisément quel jour, quelle date? Non, tout le monde a pris rendez-vous en Égypte. C'est du 6 au 18 novembre. Du 6 au 18 novembre prochain, on sera tous en Égypte pour participer à la COP 27. Comme on avait dit autrefois, la COP 27 de cette année, c'est une COP africaine. Et il était question que nous, Congo, nous puissions aussi en profiter pour organiser la pré-COP. Je vais vous dire, ça c'est un témoignage que j'ai reçu d'un ambassadeur qui a dit que c'était la meilleure pré-COP de l'histoire depuis que la COP a existé. Pourquoi selon vous? Je vais vous dire, ça vient de l'ambassadeur sur le plan organisationnel. Réussite totale. Tout le monde était très content. Tout le monde était sur le plan logistique, sur le plan organisationnel. Et même en ce qui concerne les thèmes abordés, les discussions, c'était la meilleure pré-COP. Ça, c'est le témoignage d'un ambassadeur qui m'a parlé et beaucoup d'autres diplomates. Une très bonne organisation. Une très bonne organisation, une très bonne réussite. Coup de chapeau à la RDC, coup de chapeau à Ma F. Bazaïba, coup de chapeau au président de la République, coup de chapeau au Premier ministre Samalou Kondé, coup de chapeau à tous les Congolais. Voilà, ça n'est fini pour ce soir. Mot de conclusion, M. Héritier Mpiana-Pierre. Non, je vais tout simplement continuer à... Je vais seulement saluer tous mes amis qui m'ont suivi à partir de Chikapa, tous les amis de la Fondation Héritier Mpiana-Pierre. Je vous salue. Nous sommes ensemble, nous continuons à travailler pour la République, aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec bien sûr la bénédiction de son Excellence, Monsieur Jean-Pierre Bemba, Président national du Mouvement de libération du Congo, les partenaires les plus privilégiés du Président de la République. Ça, c'est indiscutable. Nous vous aimons bien. Nous allons nous retrouver d'ici là pour beaucoup d'autres réalisations. Et surtout, nous avons beaucoup de projets à réaliser ensemble. Là, c'est pour les membres de la Fondation Héritier Mpiana qui nous suivent de Chikapa. Voilà, alors nous vous remercions et nous tenons là aussi à saluer le VPM Massoudi, qui est responsable, qui chapeaute la vice-primature du ministère de l'Environnement et du Développement durable et tous les membres de votre cabinet. Ah oui, et coup de chapeau à vous tous. J'ai voulu féliciter également tout le monde, tous les membres du cabinet. Lorsque vous parlez avec son Excellence, Madame F. Bazaïba, elle est consciente, elle dit que c'est un effort collectif, c'est l'apport de tout le monde. C'est l'apport de tout le monde. Moi, j'ai tenu même à féliciter lorsque j'ai échangé avec un ambassadeur, j'ai dit, ben, vous aussi, vous méritez d'être félicité. Parce que si vous n'aviez pas permis que vos délégations quittent vos pays pour venir ici, c'est compliqué. On n'allait pas organiser cette pré-COP. On ne pouvait pas l'organiser sans que ces délégations-là viennent. Nous les avons invités, les ambassadeurs ont parlé avec eux, ils les ont demandé de venir. Donc, je voudrais aussi, ici, en profiter pour remercier tous les ambassadeurs qui nous ont appuyés pour que leurs délégations viennent ici. C'est vraiment merveilleux. Ça fait partie de la collaboration que nous devons continuer à développer, mais aussi ça fait partie de l'importance aujourd'hui que les nations du monde accordent à la RDC. Pour cela, nous remercions tout le monde. Très bien. Allez, merci beaucoup, M. Héritier Mpiana-Pierre, pour votre disponibilité. Merci aussi à vous, Doudou Montiri, et à tous vos techniciens pour ces moments merveilleux. Très bien. Et à la prochaine occasion, nous tenons aussi à saluer toutes les directions possibles de l'environnement. L'administration, là je vois Maman Céline Pembele, qui est aussi de la partie. Maman Céline, bonjour à toi. Maman Céline Pembele. Allez, ciao. La rediffusion, vous allez suivre cette émission le samedi à 9h, Moro Djambé. Merci Fiston Atunga, Doudou Montiri, il vous aime beaucoup. Merci pour notre grand dé ce soir.
À la prochaine occasion. Ciao. Merci.